De FM Télévision, nous vous disons merci pour l'attention que vous ne cessez d'accorder à cette chaîne, la Fondation Maloua Télévision. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le compte de votre émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission au cœur de l'actualité politique, sportive et culturelle. Mais à ce jour, nous avons deux sujets auxquels nous allons débattre, deux sujets d'actualité qui font couler encre et salive. Nous parlons de l'inauguration de l'usine de bus Mercedes par le président de la République le samedi 10 juin à la 12e rue Limité industrielle. Ça fait couler encre et salive. Certains parlent d'une usine de fabrication, d'autres parlent d'une usine de montage. Qui a tort, qui a raison, on va essayer de savoir avec les invités avec qui je partage ce plateau. Le deuxième sujet que nous allons aborder, c'est la clôture du 3e congrès ecclésiastique national de la Senko. Les évêques de la République démocratique du Congo se sont retrouvés du côté de Lubumbashi. Mais ce qui nous a intéressé, il y a plusieurs choses qui se sont dites. Entre autres, ils ont déploré du fait que les richesses de la République démocratique du Congo sont très mal réparties. C'est ce qui a plus capté notre attention. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. À ma gauche, j'ai John Mayele du FPD, à qui j'ai envie déjà de saluer. Bonjour. Bonjour, M. Alain. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Bonjour à mon co-débatteur. Bonjour à toutes les personnes qui nous ont reçus ici à FM Télévision. Et puis un bonjour particulier à ma famille politique, la Force populaire des démocrates, à mon autorité morale, M. Jean-Louis Baouna plutôt, et le secrétaire général, M. Yvon Mundadi. Et par ces mots, pour être un peu bref, je profite pour appeler ce samedi 17 juin tout le peuple congolais, particulièrement le peuple clinois, parce que la Force populaire des démocrates va faire sa sortie officielle ce samedi 17 juin au stade municipal de Massina. Nous appelons les habitants de Tchangou, de Mongafula, de Lukunga, partout ailleurs, parce que nous travaillons aussi dans l'optique de pouvoir donner le second mandat au président de la République. Et nous, la FPD, nous sommes aussi dans cette vision de pouvoir être parmi les forces parlementaires prochaines. C'est pourquoi nous allons connaître notre sortie officielle, et je pense que dans ces plateaux, nous allons parler République, et puis nous allons naviguer autour des sujets qui sont pertinents en tout cas. Merci. Voilà, je pense que la FM Télévision aura son invitation pour cette sortie officielle. À ma droite, je vois M. Laurent de Énergie Nouvelle. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis Laurent Tounina. Okay, je suis Laurent Tounina. Exactement, c'est Laurent Tounina, analyste politique et puis porte-parole de la grande formation politique Énergie Nouvelle, managée par le secrétaire général Paul Etaka Inzolo et sous le leadership du président national, M. Sengoya Moïse Junior. Il est candidat président de la République. Okay. Et je salue tous les téléspectateurs de la Fondation Maloua Télévision. Donc FM Télévision en sigle. En tout cas, c'est que je vis ici. Je sens vraiment l'organisation, un bon plateau, et puis je sens vraiment il y a du management. Merci pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs, et y compris mon co-débatteur Joe Mayele. Et je pense que l'invitation ne sera pas la première. On continuera à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'avais déjà posé la première question à M. Joe. Le président de la République inaugure une usine. Certaines personnes disent qu'on ne puisse pas l'appeler usine, qu'on puisse l'appeler garage de montage. Mais bref, le président de la République a inauguré. Dorénavant, on commencera à avoir des bus Mercedes Made in
RDC, comme certains l'ont dit. D'entrée de jeu, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce qui s'est fait le samedi? Je pense que lorsqu'un enfant passe des promotions, la meilleure des choses, c'est d'abord féliciter cet enfant et puis voir dans quel angle cet enfant doit évoluer. Parce que quand un enfant passe des promotions et qu'on ne veut pas le féliciter, soit on est sorcier, ou soit on est contre ce qu'il est en train de faire. Alors la première des choses, lorsque un État connaît une sorte d'avancement dans un domaine quelconque, qu'est-ce qu'on fait d'abord? La première des choses, c'est apprécier le travail qui a été fait. Parce que ce travail qui a été fait, c'est dans l'optique de pouvoir améliorer ces domaines-là, les domaines de l'automobile. Mais vous allez comprendre que d'entrée de jeu, ce travail qui a été fait, la plupart des personnes sont contre. Et ils sont contre pourquoi? Au regard des clivages politiques. Alors vous allez comprendre que le développement du Congo aujourd'hui tient compte de certains clivages politiques. La première des choses, si je dois dire, si je dois émettre un mot, c'est que je veux féliciter le travail qui a été fait. Je veux féliciter cet avancement parce que je porte ma casquette de politique pour dire dans 18 ans des règnes, nous n'avons pas vu ces genres de choses. Et dans 4 ans, 4 ans et demi de règne du président Félix-Antoine Tshisekedi, nous venons voir, quelles que soient les connotations ou les sens ou les mots que vous voulez que nous puissions l'appeler usine, entreprise, société, tout ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des Made in RDC ici. Ça, c'est quelque chose de très positif à pouvoir accepter et puis à pouvoir féliciter ceux qui ont fait le travail, je pense. Une certaine opinion pense que le président de la République ne devait pas se déplacer, surtout que ça soit une usine de montage privée qui n'appartenait pas à la République. Est-ce que le président avait ce droit de se déplacer pour... Mais je pense que dans une dimension sociologique, il faudrait savoir que le président de la République, c'est le père, le garant de la nation. Donc, quand il y a quelque chose qui bouge dans sa maison, où il y a quelque chose de novice, il est censé connaître, il est censé aussi donner un coup de pouce. Alors, l'institution primaire, c'est le président de la République. Cette chose qui vient sous son règne, c'est novice. Ça ne s'est jamais réalisé pendant 18 ans. Alors, pour donner un coup de pouce, il doit être là. Et puis, vous allez comprendre que j'ai à investiguer sur cette usine, cette entreprise, comment vous voulez. C'est que Transco aura beaucoup d'avantages. L'entretien, le montage et beaucoup d'avantages sur ces. Donc, je pense qu'il y avait gain de cause que le président se déplace en tout cas. Je pense que comme un bon père qui doit donner un coup de pouce, donc il s'est déplacé et je ne pense pas qu'il y a quelque chose de négatif en tout cas. Ça renforce aussi cette proximité communicationnelle. Un bon chef, c'est celui qui sait aussi avoir la proximité communicationnelle avec ses administrés en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Laurent Tounina, 30 ans après, une usine de montage de pistes Mercedes en République démocratique du Congo. Nous dirons quoi? Est-ce que c'est le management du président Félix qui paye ou il a seulement cette chance-là que cette usine soit montée à la période à laquelle lui, il est en train de gouverner la République démocratique du Congo? Ok, merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Et moi, je pense que ce que le président de la République vient de faire, c'est ce qu'il devrait faire en principe au début de son mandat. Parce que vous allez comprendre avec moi, lorsqu'on parle du changement, dans la notion de changement, on ne tient pas seulement compte des bonnes valeurs en termes de moralité, mais nous tenons compte aussi du temps. Mais quand bien même ce geste a été déployé de manière tardive, nous encourageons les gestes du président de la République parce que à l'époque, quand la RDC s'appelait encore Zaïre, on avait des usines locales qui appartenaient à la République de Zaïre à l'époque. Et puis on avait General Motors qui est juste derrière les marchés de la liberté, avait été victime des pillages en 1990. Et aujourd'hui, on a une usine de montage de bus. C'est quelque chose quand même encouragé. Et malgré que ça s'est fait un peu en retard. Mais si on doit quand même dire est-ce que la présence du président de la République à cette cérémonie, elle était telle importante, je pense que la présence du président de la République à cette activité solennelle était importante ici, même dans la mesure où vous-même vous connaissez très bien la situation sécuritaire, non seulement l'Est de la République démocratique du Congo,
même ici dans la ville-province de Kinshasa, la plupart des investisseurs étrangers n'aiment pas venir investir en RDC compte tenu par crainte de l'insécurité puis du comportement aussi barbare de la population quinoise, parce que c'est une population qui est dans le chômage, il n'y a pas d'argent, tout est compliqué. Et lorsqu'il y a quand même un dérapage en termes d'insécurité, ils en profitent pour payer. Mais M. Harish, le propriétaire de la société Supreme Mobile, l'Indien, il a pris le courage de prendre des risques, alors il devrait quand même bénéficier du soutien du président de la République. Et en fait, la présence du président de la République de manière laconique était tout simplement alerter d'autres investisseurs qui sont en train de craindre, qui sont perplexes de venir, et ils vont bénéficier de la protection du gouvernement, parce qu'un État ne se développe pas seulement avec des entreprises publiques. Il faut que les privés soient là pour donner un coup de pouce. Et puis, un autre avantage est que ça va donner de l'emploi. Mais ce que nos dirigeants doivent faire, c'est de créer ces climats d'affaires, c'est très bien, mais aussi nous devons aussi être en mesure de créer nos propres entreprises pour ne pas être indépendants. Parlant de création d'emplois, on estime avoir au moins 500 Congolais qui vont y travailler. Donc, déjà bien que ça soit une usine privée, mais en termes de chômage, il y a des Congolais qui vont trouver de l'emploi. N'est-ce pas que c'est un avantage? Parce que j'étais en train de lire dans des publications de certaines personnes sur la toile, une personne a commenté, a dit bah monter TVSP yaka bah monter la rango les gens bah garage bah monter la rango na zando. Donc c'est en fait je réfléchis en ces termes pour faire voir, avant de vous poser la question, comment est-ce que les Congolais réfléchissent. Mais ça, du moins, c'est une usine qui pourra générer au moins 500 emplois. Donc on aura au moins 500 Congolais qui vont quitter le chômage. N'est-ce pas des avancées sur le plan, je dirais, sur le plan de l'avancée de ces jeunes qui manquent l'emploi, les sans-emploi qui peuvent trouver de l'emploi aujourd'hui? Oui, effectivement, ça fait partie des avantages de cette action à impact visible. Ça va réduire tant soit peu les problèmes de chômage, mais il faut quand même se rendre compte que selon un document que j'avais lu, et les taux de chômage est tellement exacerbé, c'est 10% de la population congolaise, surtout la jeunesse congolaise, est en chômage. Ça va réduire tant soit peu, mais les gouvernements doivent fournir encore beaucoup d'efforts pour attirer d'autres investisseurs qui traînent encore le pas par rapport à la situation sécuritaire. Et le gouvernement congolais doit aussi créer des entreprises et pour essayer de résoudre ne fût-ce qu'à 40%, soit à 50% des problèmes. Parce que employer 500 de nos compatriotes, oui, c'est quand même un pas, nous encourageons, mais nous ne demandons pas au gouvernement, mais nous alertons le gouvernement congolais de ne pas marquer les pas, de continuer avec la diplomatie, de militer pour qu'on puisse donner de l'emploi, pourquoi pas peut-être à 1 million de Congolais, ainsi de suite. Surtout que la population ne fait qu'accroître. Oui, surtout que la population s'est fait accroître en termes de démographie. Donc, ce que moi je peux demander, et donc j'admets, j'accepte, parmi les impacts de cette usine-là, on va quand même engager nos compatriotes, mais là aussi, il faut aussi redéfinir le contrat de travail. Il ne faut pas que ces gens-là se comportent comme d'autres Indiens qui sont déjà ici, et les Chinois, les Libanais, où on voit nos compatriotes travailler du matin au soir, peut-être jusqu'un jour après, pour être rémunéré avec un salaire de 5 000 francs. Ça aussi, le gouvernement doit tenir compte aussi. Engager les gens, ce n'est pas un problème. Il faut aussi les payer. Parce que pour qu'une personne puisse produire pendant longtemps et de manière efficace, cette personne-là doit être en bonne santé. Or, pour être en bonne santé, pour se prendre en charge sur le plan sanitaire, il faut être bien rémunéré. Il ne faut pas que le gouvernement, l'État congolais puisse abandonner ces gens-là dans les tristes sorts pour qu'ils travaillent de jour au jour pour avoir ne fût-ce qu'un 3 000 francs. Et ça ne va pas arranger. L'État congolais doit mettre un accent là-dessus. Et si l'État congolais arrive
Et si l'État congolais arrive à ranger, à trouver un mécanisme, un protocole de paye de nos compatriotes, ça va être une bonne chose, parce que ça va nous plonger vers la biopolitique. Donc la biopolitique, c'est cette politique-là qui consiste à donner la vie à la population et non à les tuer. Merci beaucoup. Monsieur Joe Maïle, c'est vrai qu'on parle de 500 emplois qui seraient créés. Monsieur Laurent Tounina parle de la rémunération. Nous savons tous de quelle manière ces expatriés exploitent nos frères congolais. C'est vrai que nous avons vu le président de la République se déplacer. C'était juste pour l'inauguration. Tout ce qui entoure la création de cette entreprise, on ne maîtrise pas vraiment. Mais nous savons que c'est une entreprise qui est créée sur le sol congolais. Donc la République démocratique du Congo doit avoir un œil regardant par rapport à ça. Vous pensez que cette nouvelle logique, c'est-à-dire cette nouvelle entreprise créée qui commence déjà à fonctionner en République démocratique du Congo, pourra amener une nouvelle façon de traiter ces agents congolais qui travaillent chez les expatriés? Merci, monsieur Alain, pour votre question. Je pense que tout travailleur est régi par un droit, on appelle le droit du travail. Oui. Alors, ce qui a eu une anomalie, je pense, c'était dans son applicabilité, parce que vous allez me le permettre. Et antérieurement, il y a eu des lois qui existaient, mais ces lois-là avaient connu un problème. Le problème, c'était que il fallait, pour son applicabilité, pour les mettre en œuvre, il y avait un problème. Et parmi les lois qui ont fait que, qui ont connu des transgressions, qui ont connu des malveillances, le droit du travail aussi existe. Alors, je pense que ce sont nos frères d'abord, premièrement. Et c'est au gouvernement congolais de s'assumer pour dire à ces gens-là, vous devez respecter la législation congolaise. Parce que, certes que nous sommes dans un monde où l'investissement est privé, mais le sol est congolais. Alors, quand le sol est congolais, ça signifierait que la législation dans laquelle on doit travailler dans la législation congolaise. Alors, dans cette législation-là, il y a des dispositions qu'il faudrait respecter. Parce que pour créer une usine, une entreprise où tout ce qui est micro, quelque chose de production, il faut commencer par des préalables. Effectivement. Des préalables administratifs, ces personnes l'ont respecté. C'est pourquoi le chef de l'État est venu. Si les préalables administratifs n'étaient pas respectés, les chefs de l'État n'allaient pas venir. De la même manière, les préalables administratifs sont respectés, même côté législation. C'est de la même manière aussi, ils doivent respecter les préalables législatifs du côté rémunération, du côté traitement des travailleurs. Alors, s'ils ont respecté les préalables, ils doivent respecter aussi les contenus, le fonctionnement de cette chose. Moi, j'ai toujours eu à déplorer parce que vous allez comprendre qu'antérieurement, il y a eu une sorte de système qui s'est construit entre les expatriés et certaines personnes. J'ai dit antérieurement, je vois les régimes cannibalistes, les régimes du passé de M. Kabila. Il y a un système qui s'est construit entre les expatriés et certaines autorités, c'est que ils étaient protégés, que ce soit tant des autorités militaires que policières, que administratives. Vous pensez qu'à ce jour, ces pratiques-là ont pris fin? Je pense que c'est un système qui a été construit et ce système-là s'est détruit le jour le jour. Donc, actuellement, on doit être... Nous naviguons dans un système où seul le droit va être notre guide, pas les individus. Les individus doivent être infralégales, en dessous du droit, et le droit ou les règles normatives qui régissent la société doivent être les boussoles. C'est comme ça que nous allons avancer. Et c'est une sonnette d'alarme que nous sommes en train de tirer aux autorités de cette usine-là, qu'ils doivent respecter la législation congolaise du côté des rémunérations, de la même manière qu'ils ont respecté pour s'y installer. Donc c'est un peu de cette manière-là que nous allons, parce que j'ai investigué antérieurement, c'était trop catastrophique. Nous sommes dans les fiefs où ces usines-là se trouvent. Hein. Oui. Ici, nous sommes à la première rue, mais si vous commencez à allonger, alors vous allez comprendre qu'il y a certaines personnes sous M. Kabila, je ne sais pas s'il les connaissait, qui travaillaient dans les industries privées ici. Et ils avaient 2000, 3000 de journaliers.
Et ça reflète aucune disposition de la législation. Mais certaines sources parleraient de ce monsieur qu'il a aussi eu à travailler avec le régime passé. Si vous décriez cette manière de payer, pensez-vous qu'il pourra faire mieux après avoir monté cette usine? Ben moi, je pense que lorsque vous dites qu'il a travaillé avec le régime passé, travail, c'est être figuratif. Et travail, c'est être présent. Et travail aussi, c'est être officieuse. Et dans quelle dimension il a travaillé avec le régime passé? Parce que là, il est présent, il n'est pas figuratif, il est actif et il s'engage officiellement. On sait que le propriétaire, c'est ces messieurs. S'il y a un problème, s'il y a un procès, s'il y a une difficulté, c'est à lui qu'on va regarder. Je pense qu'aujourd'hui, la dimension qu'on a atteint au Congo, c'est une dimension très machiavélique. Le mal est très élevé. C'est que lorsque le pouvoir en place pose des actions qui sont positives pour la population, il y a une interprétation péjorative du côté de l'opposition. Alors, c'est pourquoi j'ai toujours dit, nous n'avons pas une opposition. Nous avons une opposition qui est déraisonnée, qui est désorientée. Comment on pose des actions qui vont être positives, qui vont répercuter activement dans la société, mais vous interprétez ça négativement. Vous allez voir, on va vous chercher beaucoup de choses. Hier, j'ai vu même dans les réseaux sociaux où on a capturé pour dire man in RDC, est-ce que c'est fabriqué? Est-ce que c'est fabriqué? Ça vraiment, ça fait couler l'encre, ça vraiment, regardez comment nous tombons bas. Comment nous tombons bas? Quel est, je pose, quel est l'impact de cette chose, de cette fabrication où on dit fabriquer en RDC? Quel est l'impact? Non, ça n'a pas d'impact. L'impact, c'est que nos frères, il y a certaines personnes hier qui ont fait des témoignages à l'église, qui ont mis des actions de grâce parce qu'ils ont eu des travail. Ce sont nos frères qui ont des travail. C'est ça l'impact. Il faut aussi redéfinir les choses parce que entre fabriquer et monter, il n'y a qu'un pas. Les bus, lorsqu'ils viennent ici, les matériels, tous les matériaux, plutôt lorsqu'ils viennent ici en République démocratique du Congo, ce n'est pas encore un bus. Ce ne sont pas des bus. Ce sont des matériaux, on vous dit ça c'est le pneu, ça c'est les freins, ça. Tout va être, c'est comme le puzzle. Tout vient être reconstruit ici, colmaté ici. Ceci est une dimension de fabrication. Ça dépend de la manière dont nous entreprenons ou nous conceptionnons la chose. Donc je pense que actuellement on doit se baser sur les résultats. D'abord l'acquis. L'acquis c'est que on a cette usine là ici au Congo. C'est que au lieu qu'on puisse chaque fois importer, parce que l'importation, ça nous prend aussi le temps. Le temps et l'argent. La fiabilité. Il y a beaucoup de choses, surtout le temps et la fiabilité. Mais au lieu que nous perdions du temps, nous avons ici. Et je pense que ça va encore mettre une touche qualitative dans le transport congolais. Parce que comme vous le savez, le domaine du transport congolais est monopolisé par les privés. Mais quand l'entreprise Transco est livrée à temps réel, des bus, ça signifie ça va tempérer ces problèmes de transport. Donc, on a des acquis, mais il ne faudrait pas l'interpréter négativement, péjorativement. Parce que si on s'est dit on est patriote, cet acte-là est posé pour Félix Tshisekedi? Non. Félix Tshisekedi un jour partira, mais le Congo restera. Donc, il faudrait avoir une vision républicaine, une vision qui est nationaliste, une vision patriotique. C'est de ça que nous avons besoin. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Laurent. 25 bus seront produits par mois. Pensez-vous que cette situation de difficulté de transport sera résolue après l'inauguration de cette usine? Oui, l'usine a été inaugurée. Maintenant, on va voir maintenant sur le plan, premièrement, tactique. Lorsque je parle en termes de tactique, c'est la gestion. Et puis après, la deuxième dimension, on doit voir les côtés opérationnels. Oui. C'est créé, bien sûr. Maintenant, il faut que les gouvernements congolais ne puissent pas seulement s'arrêter au niveau de se frapper la poitrine, qu'une usine et des montages et créer un République démocratique du Congo, puis c'est fini. Non. Nous, en RDC, nos dirigeants pêchent souvent parce qu'ils ne respectent pas les principes de suivi et de contrôle. Il faut que de temps en temps, qu'il y ait aussi des suivis, même de manière clandestine. Si nos compatriotes sont bien rémunérés, est-ce que l'usine en question fait effectivement son travail? Si le travail s'est fait de manière
telle que de manière efficace et sur le plan opérationnel, là je pense que ça va résoudre les problèmes des transports. Vous savez, même depuis le régime passé jusqu'au régime présent, et si vous sortez même ici à l'arrêt des bus pour prendre le transport, les prix varient. Donc les gouvernements... En dehors d'abord de la variation des prix, le transport en soi d'abord est difficile. Ouais, voilà, je suis en train d'arriver, voilà. Le transport est pénible, le transport est diablement difficile. Donc si vous sortez comme ça, c'est plus les privés qui mettent à la disposition de la population congolaise les sprinters, les 207, mais malgré cela, ils fixent les prix. Donc l'État aujourd'hui n'a pas le contrôle même de fixation des prix. Alors je pense que cette usine de montage Supramobile, lorsqu'elle va commencer à travailler, viendra donner un coup de pouce au gouvernement congolais et surtout à la société Transco. Ça va permettre au Transco de livrer, d'avoir d'abord une bonne quantité de véhicules et puis qui pourront être déployés dans plusieurs coins de la République. Mais lorsque ces bus-là aussi seront à une quantité importante, on ne doit pas attendre voir les problèmes d'embouteillage être exacerbés pour commencer maintenant à réfléchir l'approche infrastructure. L'usine est là, avec la pression du gouvernement, ils vont travailler, obéir selon les protocoles d'accord. Mais il faut également penser aussi sur la qualité des routes que ces véhicules-là, ces bus-là vont commencer à être opérationnels, parce que si la route n'est pas en bon état, si la route est délabrée, ça risque aussi à détruire les pièces de véhicules. Ce n'est pas parce que l'usine est là, on doit avoir de mauvaises routes pour qu'à tout moment que les véhicules retournent encore à l'usine. Donc, je pense que ça va donner un coup de pouce au gouvernement congolais en matière de transport, mais seulement aujourd'hui, le gouvernement congolais a perdu les pédales, parce que l'État congolais, vous savez, lorsqu'on parle ici, nous sommes politiques, nous abordons les notions spécifiques de la science politique. En science politique, nous avons deux types de légitimité. Nous avons la légitimité substantielle et la légitimité procédurale. Lorsqu'on parle de la légitimité procédurale, ce sont des normes qui ont été prises en compte en vue qu'on puisse avoir l'usine Supramobile. Maintenant, dans la légitimité substantielle, là maintenant, il revient à l'État congolais ou encore au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités pour que le contenu de cette formalisation soit opérationnel, et ça permettra à l'État congolais de jouer bien son rôle de parents, de paternité en termes de fixation des prix de transport. Il faut quand même le dire, la population congolaise souffre, messieurs les journalistes. La population congolaise souffre. Et lorsque l'État perd le contrôle dans un secteur donné, et ça nous conduit au phénomène qu'on appelle le parapolitique. Lorsque je parle du parapolitique, et là on voit les comportements d'insoumission s'adapter dans le chef de la population congolaise, et c'est pour cela aujourd'hui, vous voyez, tous ces chauffeurs-là, ils fixent les prix et comme ils veulent, ils peuvent même gréver. L'État n'a pas cette capacité de permettre à la population congolaise de circuler librement, et ça nous plonge dans la nécropolitique. Donc nous demandons aux autorités compétentes de nous proposer une bonne offre politique qu'on appelle la biopolitique, donner la vie à la population congolaise qu'est de les tuer. C'est vrai, donner la vie à la population congolaise que de les tuer. Je veux vous poser une petite dernière question pour que nous puissions basculer à notre deuxième sujet. Très bien. Dans tout ce qui s'est fait, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Une certaine opinion pense que le régime s'est greffé des efforts fournis par messieurs, moi je l'appelle HJ, je la prêche comme ça par rapport à les deux lettres qui commencent voilà. Est-ce que vous êtes d'avis de ces personnes qui pensent que le gouvernement ou le régime s'est greffé à ce que le responsable de Supreme Motors et de Supreme Automobile a fait? Si je dois faire une analyse politologique, et je ne partage pas cet avis-là, moi je pense que la présence du président de la République à la dite cérémonie se justifie sur le fait que depuis plusieurs années, les investisseurs ont peur de venir investir
en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes d'insécurité, les Congolais sont parfois violents, ils en profitent ici pour piller, voler, mais aussi il y a aussi le taux de la corruption. Et maintenant, le président de la République a vu un étranger qui a pris ces risques-là de venir investir dans son pays. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit accompagner cette personne-là pour dégager le message des gens que ceux qui traînent les pas de venir en République démocratique du Congo pour investir, voilà déjà quelqu'un qui a commencé, et vous également venez, nous sommes ouverts pour vous, pour tout le monde. Et il faut voir les choses dans ce sens-là aussi, et il y a aussi de l'impact dans la mesure où nos compatriotes, ils auront du travail. Les Congolais qui auront de l'emploi. Ils auront de l'emploi, donc c'est dans ce sens-là. Voilà. La clôture du 3e congrès ecclésiastique national a eu lieu hier à Lubumbashi, où tous les évêques de la Cinco se sont réunis au stade Tout-Puissant Mazembe. C'est le lieu où la messe a été dite. Dans son homélie, Monsieur le Monseigneur ou Monsieur Monseigneur Fulgence Muteba, qui fustige les fossés criant entre les riches et les pauvres. Il parle de la mauvaise répartition de richesses de la République démocratique du Congo. Il a évoqué le cuivre, le coltan du Katanga, le bois dans l'Équateur et certaines richesses dans d'autres provinces, mais qui ne profitent pas à la population congolaise. C'est pourquoi nous avons choisi aussi ce sujet pour en débattre. C'est vrai que ce sont des clergés, mais quand ça ne va pas, ils ont le pouvoir ou cette libre opinion de faire voir aussi à la face du monde que ça n'allait pas. Monsieur John Maïle, les évêques réunis lors de la clôture du 3e congrès ecclésiastique national. Monseigneur Fulgence Muteba dit que les fossés est criant entre les riches et les pauvres. Les richesses de la République démocratique du Congo sont mal réparties. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que j'aurais beaucoup de retenues parce que vous aviez cité un mot clergé. Déjà, qui dit clergé, ce sont des personnes qui ont trait avec la religion. Ce sont des personnes qui doivent être dissociées avec une politique active. Alors, je pense que nous sommes aussi dans un pays laïque. Hein. Nous sommes dans la laïcité qui est cette diversité des religions. Alors, je pense que dans ce qu'ils ont dit, c'est un état des lieux qu'ils ont fait. Hein, parce que ça ne relève pas d'aujourd'hui. Ça ne relève pas de Félix Antoine Tshisekedi. Ils ont relevé un fait. Pour moi, je pense que ça va même au-delà de la République démocratique du Congo. Comment? Parce que lorsqu'on dit que le Congolais ne bénéficie pas de ses richesses, la question qu'il faut se poser, pourquoi il ne bénéficie pas de ses richesses? C'est la question majeure. Dans cette question majeure-là, vous allez comprendre que nous allons trouver, ou nous allons avancer deux types d'hypothèses. Il y a des indicateurs qui sont internes et des indicateurs qui sont externes. Et les clergés vont oublier une chose, que le Congo aujourd'hui, dans le puzzle mondial, a une place très importante. Et les clergés vont oublier une chose, que le Congo aujourd'hui est face à une bataille entre deux grands courants idéologiques qui furent dans le XXe siècle, les capitalistes et les socialistes. Les clergés vont oublier ça, parce que c'est pourquoi je vous ai dit au début, j'ai du mal à donner une appréciation, parce que ce sont des clergés, ils oublient ça. Alors, lorsqu'ils parlent des richesses de la République démocratique du Congo, le Congo a ses richesses dans toutes les dimensions. Le Congo a des richesses dans son sol, dans son sous-sol. Même la population congolaise est une richesse. La démographie est une richesse. Alors, lorsqu'on parle de la dimension de la répartition, il faudrait qu'il se pose la question.
Nous étions où? Nous sommes où? Et nous allons où? Ce sont ces différentes questions qu'on doit se poser pour enfin parler de la répartition. Parce que si nous allons dans la dimension où nous étions, je vais prendre ce que nous avions dans le passé. Si on doit répartir, vous allez comprendre que ça sera inégal. Parce que qu'est-ce que nous avons? Tu vas donner à... Je vais faire un raisonnement bête. Tu vas me donner un lingot de cuivre. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? La répartition dont ils doivent parler, à mon humble avis ici, on doit parler de la vie des Congolais, du vécu quotidien des Congolais. C'est de ça qu'on va parler. Mais s'ils entrent dans la dimension des minéraux, du bois, du coltan, du café, je pense que ça... Quand ils en parlent, cela veut dire quoi? Entendre la personne ou en lisant, à mon entendement, c'est-à-dire tout ce qui se vend en République démocratique du Congo, le peuple n'en bénéficie pas. C'est plus, parce qu'il est allé plus loin pour dire la misère du peuple ne cesse à grandir, à l'indifférence générale de ceux à qui il revient de gérer la chose publique. Waouh! Lorsqu'il dit la misère du peuple s'agrandit, moi je pense encore que c'est trop extrapoler les choses. C'est comme si hier... non. C'est comme si hier, nous étions dans le bonheur et aujourd'hui nous sommes dans la misère. Il faudrait faire un porteur robot. C'est pourquoi j'ai dit, ce sont des clergés. J'ai du mal... Vous qui doivent rester à ce qui concerne les... J'ai du mal à amorcer cette question parce que nous sommes dans le champ politique. Il y a certaines questions, quand je dois amorcer, je dois être rigoureux. Je dois tirer pour dire qu'il y a certaines... Mais vous ne reconnaissez pas qu'à ce jour, le peuple congolais est en souffrance. Non, il y a un mal. Il y a un mal. Mais il faudrait savoir ce mal-là et dire à quoi. Ce mal est la production de la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi. Non. Il y a un mal qui a commencé quelque part, qui s'éradique le jour le jour. Le mal est voulu tant par les Congolais que les expatriés. Parce que dans la dimension où le Congo n'en possédait pas tout ce que nous avons aujourd'hui, on allait avoir un mal restreint. Mais tout ce que nous possédons aujourd'hui, c'est aussi dans une autre dimension la source du malheur que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que l'insécurité au Congo, qui est le mal qui frappe le Congolais, ça a une connotation externe comme interne. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas aujourd'hui? Le cuivre congolais, le coltan. Donc je pense que l'analyse faite, c'est une analyse politique, mais qui ont caché sous les robes. Ils ont caché sous les robes. Ils vont m'excuser, c'est pourquoi j'ai dit j'allais être direct et rigoureux. Ils ont été plus politiques que clergés. Dans la dimension d'être un clergé, s'il vous plaît, je vais terminer. Oui, terminons par là. Mais c'est aussi dans leur rôle. Voilà, je vais maintenant vous expliquer. C'est aussi dans leur rôle. Quand ça ne va pas, je pense qu'ils utilisent la Bible. Ils utilisent la Bible. Dans les temps des prophètes, quand il y avait un malaise, qu'est-ce que ces prophètes faisaient? Que ce soit Jérémie, que ce soit le prophète Esaïe ou le prophète de Nathan. Allons un peu vite parce qu'on court de... Ils allaient consulter ou annoncer. Oui, ils allaient annoncer l'oracle de l'Éternel à l'institution primaire qui était le roi. Mais pas au peuple. Vous êtes clergé. Vous voyez mal à l'aise. Est-ce le stade de tout-puissant Mazembe et les canaux par lesquels? Parce que le peuple ne gère pas. Ils ont voulu quand même communier avec le peuple. Ils ont quand même voulu communier et communiquer, c'est deux choses différentes. Vous communiez dans la messe. Mais communiquer, ça signifie que vous avez relevé des anomalies comme ils ont dit. Parce que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait dans l'objectif d'attiser la colère de la population. Parce que si vous êtes clergé, vous avez vu un mal. Le peuple ne gère pas. Voilà. Vous voyez les dirigeants. Merci beaucoup. La même question, mais j'ajoute ce que le président de la SECO a ajouté, Marcel Otembi, qui condamne toutes les divisions et toute forme de balkanisation de la République démocratique du Congo. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Je commence d'abord par dire que
cette activité que les clergés ont eu à tenir au stade Tout-Puissant Mazembe, il faut prendre ça dans une approche où c'est un mécanisme d'alerte. Ils ont, après une étude stratégique situationnelle, je peux dire après avoir étudié, examiné la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, ils sont arrivés à cette conclusion. Donc, ils ont voulu faire passer le message avec l'objectif d'alerter les autorités compétentes de faire attention, de leur dire qu'il y a un danger quelque part, vous devrez corriger votre manière d'agir. Et ils sont dans une approche où on appelle un État anthropologique, parce qu'il y a plusieurs sortes d'États. Et lorsqu'ils disent que la répartition des richesses n'est pas équitable, c'est-à-dire que pour que... Est-ce qu'ils ont fait ou ils ont raison? Non, ici ils ont raison, je suis en train d'argumenter. Ils ont raison dans la mesure où la notion de l'État dans notre pays n'est pas encore clairement bien définie, mais le fait qu'ils disent que la répartition des richesses ne sont pas équitables entre ceux qui nous dirigent et nous, qui sommes dirigés, et c'est parce qu'ils sont dans une approche qu'on appelle l'État anthropologique. Un État anthropologique, c'est cet État-là qui non seulement place l'homme au centre du développement ou de tout, mais c'est cet État-là aussi qui fait en sorte que la population puisse être bénéficiaire de ces richesses. Alors, à cet effet, lorsque le président de la CENCO est en train de faire appel à l'unité nationale, pourquoi il dit ça? Parce que il faut quand même, pour ne pas oublier qu'aujourd'hui, malgré l'état de siège dans la partie est de la démocratie du Congo, voilà, dans la partie c'est de ça que Marcel Outemba parle. Voilà, je suis en train d'argumenter, je viens de perdre les fils. Merci beaucoup de me relancer. Donc, on nous signale qu'on est presque à la fin. Presque à la fin. Alors, il ne faut pas quand même perdre de vue que la partie est de la République démocratique du Congo est touchée. Nous voyons les efforts du gouvernement, mais malgré ces efforts-là, l'action gouvernementale n'est pas efficace dans cette contrée-là, dans la mesure où, au niveau du Nord Kivu, il y a des militaires qui sont en train de travailler, mais en Ituri, et même aujourd'hui, j'ai suivi l'information, les ADF continuent à attaquer, à semer la terreur, et puis il y a plusieurs groupes rebelles qui se sont encore créés. Il faut que les gouvernements congolais puissent faire ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire de développer une intelligence situationnelle pour déployer le FARDC de manière équitable, parce qu'ils se sont plus concentrés au niveau du Nord Kivu et ils ont oublié Ituri. Alors, moi je pense qu'à l'heure actuelle, le président de la République avec son état-major politique doivent prendre la situation sécurité à l'est de la République démocratique du Congo au sérieux. Lorsque le président de la CENCO tient ce genre de déclaration, mais il faut prendre ça en considération. Pourquoi je dis ça? Parce que il n'y a pas très longtemps, je suivais que bientôt là, on va commencer il y aura une opération d'octroi des cartes d'identification nationale, et on va utiliser le fichier que la CENI s'est servi pendant les processus d'enrôlement. Moi, je dis que le gouvernement est en train de patauger. Il n'y a pas un programme clair. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, ici, on utilise les fichiers de la CENI. Nos frères ici qui sont au Nord Kivu, à Ituri, et comment ils auront cette carte? Ça, c'est favoriser la balkanisation de manière peut-être par inadvertance. Vous voyez un peu ce genre de questions. Donc, donc nos autorités, ils doivent réfléchir avant de prendre une décision. C'est dans ce sens. Voilà, merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais nous allons revenir peut-être dans une autre émission, aborder la situation sécuritaire. Nous allons toujours continuer à l'aborder, surtout qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il n'y a pas encore cette accalmie que nous attendons. Et nous voyons ici, proche de nous, à Kinshasa, à Kwamut, c'est chaque jour que nous avons des vidéos affreuses. Chez nous, dans le Congo central, on a toujours dit que les Bakongos sont pacifiques, mais quand nous apprenons ça fait quand même peur. Donc c'est la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Les dirigeants de la RDC doivent le prendre avec tout le sérieux possible du monde.
Merci beaucoup, vous étiez nombreux à nous suivre sur FM Télévision. Je m'en veux saluer mon grand frère depuis Lukala, Ziko Bodo. Nous l'appelons affectueusement leader. Merci beaucoup pour tous tes conseils et tout ce que tu ne cesses de faire pour nous, tes petits frères. Et ça nous va droit au cœur. Et joyeux anniversaire à une consoeur de la RTGA. Elle, c'est Lydia Mbaya. Joyeux anniversaire à toi. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Je vois Enoch derrière la caméra et Papi Vanou, et à la régie finale, je vois Tonton Belge et puis Coco Nouya. On se retrouve demain pour un prochain numéro. Bye bye.